Alors sur les prix de transfert, eh bien, vous avez une disposition que vous connaissez, qu'on avait traitée, qui consiste à dire que les groupes qui ont un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 400 millions doivent déposer une déclaration abrégée de leur prix de transfert dans les 6 mois qui suivent la déclaration de leurs résultats. Eh bien, dans cette disposition, on ne connaissait pas très clairement quelles étaient les obligations des entreprises, que ce soit celles qui déclaraient et que ce soit sur celles que l'on déclarait. L'administration ayant eu, semble-t-il, tendance à demander trop d'informations par rapport à ce que souhaitaient les entreprises, on a mis dans la loi quelles étaient les obligations déclaratives à effectuer. Donc ça, c'est pour la déclaration des prix de transfert. Ensuite, vous avez eu la question du reporting des résultats, des chiffres d'affaires et des résultats pays par pays. Là, c'est dans les groupes consolidés sur lesquels on a plus de 750 millions de chiffre d'affaires, non pas 400, et qui devront le faire. Alors simplement, il y a eu un débat sur cette question. C'est une déclaration qui est secrète, enfin secrète, qui est fournie à l'administration fiscale, mais qui n'est pas publiée. Simplement, les administrations fiscales peuvent se les fournir entre elles, sous une sorte de secret, à condition qu'il y ait la réciprocité entre les administrations concernées. Donc, 1er janvier 2016. Alors évidemment, ça va être compliqué de faire cet effort. Donc là, il s'agit d'une autre disposition qui consiste à amortir. Quand une société à l'IS achète des titres d'une société innovante, elle a la possibilité de les amortir sur une période de 5 ans. On n'avait pas de définition très claire de ce qu'était la société innovante et d'autre part, on n'avait pas obtenu le feu vert de Bruxelles pour que cette disposition puisse s'appliquer. On a eu le feu vert de Bruxelles en novembre 2015 et donc désormais, on peut l'appliquer. Simplement, on en profite pour dire qu'on a adapté, précisé ce qu'était la société innovante. La société innovante, c'est une société qui a des charges de recherche éligibles au CIR, représentant au moins 10% de ses charges totales. C'était 15% auparavant. Et puis, il y a une deuxième condition, l'une ou l'autre d'ailleurs. Si je réponds à la première, ce n'est pas la peine de rechercher la seconde, mais c'est dans l'hypothèse où je n'ai pas 10% de charges éligibles au CIR que je regarde si je suis en train de développer dans un avenir court, des produits ou des services neufs, essentiellement nouveaux, et qui ont un risque d'échec technologique ou commercial, industriel. Et dans ce cas, je peux bénéficier de cette disposition. Et cette PME doit exercer aucun marché, sur aucun marché ou exercer sur un marché quel qu'il soit dans une période de 10 ans après sa première vente commerciale. Les amortissements exceptionnels sur 24 mois, c'est l'amortissement des imprimantes 3D et la reconduction de l'amortissement concernant les robots qu'on avait vu l'année dernière, qui est reconduit jusqu'en 2016. Ces amortissements entrent dans la réglementation de minimis. Entrant dans la documentation de minimis, eh bien, il faut se rappeler comment on détermine l'avantage lié à des amortissements exceptionnels. Le de minimis, c'est l'équivalent de subvention brute. Quand on regarde un dispositif de cette nature, on se dit quel est l'avantage? C'est de payer moins d'IS tout de suite pour en payer plus demain, puisqu'on a une déduction de résultat fiscal sur 2 premières années, mais on n'aura plus les amortissements qu'on aurait eus si on avait amorti sur 7 ans. Donc la question est de se dire quel est l'avantage en trésorerie que la mesure m'apporte et pour combien de temps et dans quelles conditions. Et cet avantage en trésorerie, eh bien, ça me permet de ne pas emprunter. Et comme ça me permet de ne pas emprunter, mon équivalent brut de subvention, c'est le montant des intérêts concernant cet avantage de trésorerie. Donc c'est comme ça qu'il faudra le faire. Et il est probable que l'administration mette en application un imprimé qui était prévu dans la directive de 2014, de juillet 2014, où les administrations devraient mettre un imprimé de suivi des aides de minimis. Voilà cette... Ah oui, ça ne marchera jamais. Hein. Je pense qu'il faut que je me plie. Alors c'est embêtant parce qu'il semblerait que c'est enregistré. Alors évidemment, ça ne va pas être bien, l'enregistrement.
Donc, vous avez la deuxième question, c'est la déduction en faveur de l'investissement productif. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui vient m'aider. Merci beaucoup, Malika. Sur la déduction en faveur de l'investissement productif, certains commencent à dire ou à écrire « c'est un suramortissement ». Je pense que la terminologie n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que quand on parle de suramortissement, ben, ça veut dire qu'on comptabilise quelque chose. Eh bien, dans la déduction complémentaire de 40%, on ne comptabilise rien. C'est une déduction fiscale qui est portée sur la déclaration de résultats. Et donc, c'est le fait d'inscrire ou pas sur cette déclaration qui fait que l'entreprise a décidé ou pas de bénéficier de ce dispositif. Et il faut savoir que c'est une décision de gestion, ce que dit. Une décision de gestion, ça veut dire qu'elle s'impose autant à l'administration qu'à l'entreprise qui l'a prise. En français, ça veut dire que si j'ai oublié d'appliquer la déduction forfaitaire de 40%, eh bien, je ne pourrai pas l'appliquer, même par voie de réclamation, parce que j'ai pris la décision de ne pas l'appliquer. Je me permets de le dire. Alors, je ne dis pas non plus que certains services des impôts n'accepteraient pas une régularisation. C'est une autre affaire. Mais au contentieux, c'est extrêmement important de bien comprendre ça. Alors, sur le reste, cette déduction en faveur de l'investissement ne concerne que les investissements de production qui sont éligibles à l'amortissement dégressif, qui sont donc neufs ou fabriqués, par définition, et qui répondent à la liste des biens de production qui sont amortissables en dégressif. Comment on la pratique? On la pratique de manière linéaire sur la durée d'amortissement du bien. Et puis, cette déduction ne peut s'appliquer si un jour on cède le bien. D'autre part, si un jour on cède le bien, elle n'aura aucune incidence sur le résultat de cession, en français sur la plus-value. Donc tout le monde comprend ça. Si le bien a été pris en crédit-bail, on retient la déduction de 40% sur la durée d'amortissement du bien, comme si je l'avais acquis, dans les mêmes conditions que le propriétaire, et non pas sur la durée du crédit-bail. Et puis évidemment, la question qui va se poser, c'est les dates, puisque c'est un régime transitoire qui passe du 14 avril, du 15 avril au 14 avril. Et donc, la première question qui vient à l'esprit, est-ce que ça va être reconduit ou pas reconduit? On verra bien. Pour l'heure, ce n'est pas reconduit. Et comme ce n'est pas reconduit, on peut s'interroger sur est-ce qu'on doit acquérir ou pas acquérir avant le 14 avril ce type de bien. Bien. Alors, maintenant qu'on a un peu fait le rappel, à l'entrée, c'était positif. C'était la mise en service du bien, y compris si celui-ci avait été commandé avant. À la sortie, ça pourrait se révéler négatif, on verra bien. Il avait été proposé dans un amendement de le reconduire. Le gouvernement a supprimé a demandé à ce qu'on ne vote pas cet amendement. Est-ce à dire qu'il ne veut pas reconduire ou est-ce à dire qu'il veut placer la reconduction dans un autre dispositif législatif qui va arriver, bien entendu, au printemps, soit sur la loi sur le numérique ou sur... Bien. Voilà ce que l'on peut dire sur le rappel général. Alors cette déduction, on va l'étendre, parce que si ce n'est pas prévu strictement comme étant des moyens de production éligibles au dégressif, et si on veut l'étendre à d'autres biens, eh bien il faut prendre une disposition particulière, et c'est ce que l'on fait, notamment sur les installations des équipements et des lignes de câblage, ou bien sur les installations de fibre optique ou de réseaux de communication, de même que pour l'extension aux poids lourds peu polluants. Il paraît que ça existe, mais à condition qu'ils roulent exclusivement au gaz naturel ou aux biomasses, et avec une particularité. La particularité, c'est que si je prends le camion en crédit-bail, eh bien la déduction de 40% sera sur une période de 12 mois, et non pas sur la période
de location, d'amortissement du dit bien. Et l'extension aux remontées mécaniques, avec des dispositifs un peu particuliers, puisque ça va jusqu'en 2017.